Bienvenue à Héritage TV et merci d'avoir accepté notre invitation. Ici, on se parle de tout, on ne se cache rien et on se tutoie. Est-ce que vous acceptez le principe de l'émission? Je l'accepte. D'accord. À l'état civil, vous êtes Francis Campbell. Je ne sais pas si je prononce bien. Bon, on dit Campbell, mais Campbell, Campbell d'accord. passe tout aussi bien. D'accord, donc Francis Campbell. Vous êtes né au Sénégal. Oui, Vous êtes né en 1980 c'est et ça. vous intervenez dans le business du mannequinat au Burkina Faso, mais pas seulement, en Côte d'Ivoire et aussi, j'ai entendu aussi au Nigeria. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. D'accord. Et vous êtes un homme qui touche à tout. Vous êtes multicasquette. Vous avez été artiste musicien, manager d'artistes. Vous avez été gérant d'un studio photo. Vous avez aussi été, je pense que vous êtes toujours directeur artistique. Pour certains clips, on fait appel à vos compétences. Vous êtes maintenant à la tête de votre agence qui s'appelle... La 3Y Nation. Voilà, 3Y. Maintenant, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on fait pour toucher à tout, c'est-à-dire passer d'une compétence à l'autre avec une telle aisance? Déjà, merci pour l'invitation. Merci. Je me sens honoré. Je sors très peu de ma tanière. C'est vrai. La formation. D'accord. La formation, la connaissance, l'apprentissage constant. Une fois que vous êtes né et que vous évoluez en environnement social, vous devez vous cultiver constamment. Une fois que vous êtes cultivé, jour après jour, mois après mois, année après année, vous faites la différence dans vos secteurs d'activité parce que vous regorgez d'informations qui se propagent autour de vous. Donc ça peut vous rendre incontournable, indispensable. Et je crois que oui, la formation, c'est la clé. Donc, Et vous avez parlé de formation continue. Comment vous vous formez? C'est en ligne ou est-ce que vous prenez des cours ou est-ce que vous lisez beaucoup? oui, je lis beaucoup et je me forme quasiment en ligne parce que j'ai arrêté les études assez tôt. D'accord. Et je faisais partie de la génération paresseuse qui ne voulait pas de l'école, les jeunes d'artistes très tôt. Ok. Donc le besoin de s'affirmer artistiquement sans réaliser que le manque de diplôme pourrait se payer très cher un peu plus tard. Et puis la génération Android est arrivée, le numérique a pris de l'ampleur. Et quand vous êtes bien entouré, que vous rencontrez des personnes influentes qui ont réussi et que vous faites la part des choses entre votre manque de diplôme, mais votre ambition de devenir quelqu'un d'indispensable dans votre secteur, ben, vous commencez avec ce que vous avez sous les moyens de bord. Et ben, je crois qu'aujourd'hui, Google est mon professeur principal. Ok. Voilà, j'utilise énormément les réseaux sociaux pour l'actualité, pour la mise à niveau. J'interviens dans beaucoup de secteurs, la musique, le cinéma, l'entrepreneuriat, donc l'art de façon globale. Le conseil et l'assistance aussi, je crois. Vous faites un peu de c'est coaching. surtout ça mon fer de lance, parce qu'aujourd'hui, on va dire que mon profil principal est expert en renforcement de capacité. Ok. Voilà, je fais de l'expertise dans ce sens parce qu'au jour d'aujourd'hui, mon travail consiste implicitement à avoir réponse à tous les problèmes que je croise dans le cas de gestion de carrière de la majorité de mes clients. Donc ça peut être personnel, ça peut être professionnel, mais il faut aussi avoir un certain niveau de raisonnement psychologique pour comprendre qu'aujourd'hui, la vie sociale peut détruire les résultats, les profits d'un entrepreneur bien établi. Aujourd'hui, je pense que vous faites un mauvais mariage, votre entreprise peut en découler. C'est vrai. Vous faites un mauvais investissement, vous le gérez mal, vous n'arrivez pas à reprendre pied et vous coulez tous les efforts d'une vie professionnelle, entrepreneuriale. Alors, Francis, comment tu arrives à passer d'une compétence à l'autre avec autant d'aisance? Je dirais la formation. D'accord. Voilà, s'instruire,
de façon constante, quotidiennement. Quand vous êtes dans un secteur d'activité qui prédéfinit vos rentes mensuelles, vous avez le devoir d'être à la pointe de la connaissance, de l'information, afin d'être indispensable pour vos clients. Et la formation, c'est formation continue, c'est beaucoup de lecture, c'est quoi exactement? C'est quoi le secret? Alors, le secret déjà, c'est la volonté, parce que moi, je suis quelqu'un qui officie depuis presque 20 ans avec même pas le niveau de licence. D'accord. Aujourd'hui, je pense que j'en ai l'expertise sans le diplôme. D'accord. Donc, il faut que je revienne au banc, que je vise le master. Mais bon, après, dans mes projections actuelles et l'état de mes revenus, je n'éprouve peut-être pas le besoin de le faire dans l'urgence. Mais c'est quelque chose qui est important. Une fois que vous avez le processus scolaire qui puisse définir le profil de carrière à venir, vous devez le prendre au sérieux. Une fois que vous êtes dans le profilage de carrière officiellement, après en avoir fait l'étude, vous avez l'obligation de l'information continue, de l'instruction continue. Pour ça, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les formations. Après, c'est toujours une question de volonté. Est-ce que vous en voulez un peu plus? Est-ce que vous êtes à la recherche de quelque chose et que vous avez un objectif, un idéal à atteindre? Est-ce que vous avez des mentors d'un certain niveau dans le même secteur qui ont un niveau de réussite qui vous fait rêver, qui vous empêche de dormir? Donc, ce sont ces projections qui vont susciter votre besoin de vous remettre en cause et de trouver dans votre emploi du temps quotidien le temps de vous former. C'est personnel, personne ne peut le faire pour vous. Vous êtes adulte, vous êtes majeur et vacciné. Si vous ne le décidez pas vous-même, vous sombrez dans la procrastination. Je pense que ça, c'est vraiment un point très important. C'est bien que vraiment ceux qui nous suivent vraiment se rendent compte que pour y arriver, il faut forcément se former à un moment donné. Et je trouve que ça, c'est vraiment une belle leçon et j'espère que ceux qui nous écoutent vont vraiment prendre conscience que c'est important. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur une présentation un peu générale de votre agence de gestion de carrière artistique et de mannequin. C'est un peu spécial, donc est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire un peu ce que c'est? Alors, la Three Wine Nation est une agence spécialisée dans la gestion de carrière et le profilage artistique. On s'occupe beaucoup d'influenceurs, de jeunes entrepreneurs, donc spécialement les TPE, les PME. Et on est aussi dans le sport et la musique. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, pour avoir quand même 20 ans d'expérience dans la communication en tant que consultant, avoir touché à la publicité, au documentaire, aux gestions de projets culturels, je pense avoir perçu très vite l'avènement du numérique, la génération Android, avant qu'elle ne vienne envahir le continent africain. Et donc, quand vous arrivez à être visionnaire ou précurseur d'une nouvelle vague, vous prenez les devants. Voilà. Je pense que c'est ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Je pense que c'est la vision. Parce qu'ils ont envie de faire des choses et malheureusement, ils n'ont pas la vision. Ils se disent, je veux faire quelque chose. Et la plupart, en tout cas, n'ont pas la vision. Donc, je pense que ça, c'est un point très important. C'est de savoir où on va et puis se donner le temps d'y arriver. Oui, il vous faut aussi le projet pilote. Parce que moi, je me considère d'une vague de consultants à part. Le métier que je fais aujourd'hui, je n'en ai appris que la moitié sur les bancs. L'autre, c'est de l'observation, c'est de la psychologie humaine. C'est un peu de votre éducation, parce que c'est un métier où il faut tolérer des choses qui sont quasiment intolérables. Et après, je dis, il faut le projet pilote. Moi, le mien, c'était Hugo Boss, 2017. Donc, un jeune en lequel personne ne croyait, mais pour lequel j'avais tout de suite vu des choses que les gens ne voyaient pas. Bon, aujourd'hui, il prouve que je ne m'étais pas trompé. Et je pense que c'est le démarrage. Une fois que le projet pilote prend, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez prendre des risques. Voilà. Est-ce que dans votre agence, vous avez des noms, vous avez des exemples de personnes que vous accompagnez au quotidien qui ont réussi ou qui sont en train de réussir? Bon, parlant de mes clients actuels, mes
Miss Tania, avec Fabrice Zongo. Il y a eu aussi Jim Martins, on a fait un ensemble, Lady Sonia, la coach en développement personnel. Beaucoup d'influenceurs, une bonne partie d'influenceurs de ceux qui cartonnent un peu sur les réseaux sociaux depuis ces dernières années. Lise Mensa, Miel Amer, Jamila Diallo, Rose Bonbon, Stéphanie Zongo, animatrice de BF1. Bon, la liste est quand même super longue. Il y en a beaucoup. Bon, après, j'ai une équipe qui bosse avec moi. Et puis, selon le profilage de carrière, selon les opportunités, les projections, on choisit un client selon une certaine analyse de toutes ces données environnementales. Il y a des clients qui ont les moyens d'investir sur leur image, sur leur carrière. Il y en a qui ne l'ont pas, mais qui ont un talent qui nous permet de faire des projections. Et donc, des fois, vous avez des contrats à sacrifice. Donc, vous investissez et vous espérez que ça prenne. Et il y en a d'autres que vous arrivez à mettre en place parce que les moyens sont là et que vous le pouvez. D'accord. Comment vous faites pour capter en fait toutes ces personnalités? Est-ce que ce sont des gens qui viennent vers vous ou est-ce que c'est concrètement vous leur faites la cour? Parce que je pense que quand on arrive à un certain niveau, c'est vrai qu'il y a des gens peut-être qui ont démarré avec toi, pardon, je dis vous, avec toi, quand ils étaient peut-être pas très connus, mais quand ils sont connus comme Zongo l'athlète par exemple, qu'est-ce qui fait qu'il choisit de travailler avec toi et pas avec quelqu'un d'autre comme moi, par exemple? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, je vais revenir à l'instruction, l'information, la connaissance. Une fois que vous comprenez que vous n'avez pas fini d'en apprendre sur votre métier, une fois que vous prenez sur vous quotidiennement de vous former, à chaque fois que vous discutez avec les gens, vous faites étalage de vos tares ou de vos connaissances. La connaissance aujourd'hui est un bien qui ne se perd absolument pas. Quand les gens vous écoutent, ils savent si vous êtes concret ou si vous ne l'êtes pas. Et donc du coup, le bouche à oreille fonctionne, les opportunités relationnelles, le réseautage fonctionne. Moi, je suis quelqu'un, mon réseautage fonctionne en « il faut que je te présente quelqu'un ». D'accord. Ou alors on m'appelle, y a quelqu'un qui veut te rencontrer, je lui ai parlé de toi, il a besoin de toi mais il ne le sait pas. Ok. Voilà, donc je suis toujours dans mon coin, je vais rarement vers les clients. D'accord. Mais par la grâce de Dieu, ça va toujours à moi, voilà. D'accord. Comment votre agence arrive à aider les filles qui veulent être mannequins ou influenceuses à se démarquer des autres qui existent déjà? Parce qu'effectivement, là, on a parlé des réseaux sociaux, on va y revenir après, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'une fille qui travaille dans votre agence a plus de chances d'être connue, d'être remarquée pour aller, par exemple, être dans un clip au Nigeria ou à Abidjan? Parce que les gens arrivent à se faire seuls sur TikTok. Donc, qu'est-ce que votre agence fait en plus qu'une personne qui est déjà jolie, quand même un peu intelligente, voilà, avec TikTok, c'est facile de faire des vidéos, c'est facile de poster. C'est quoi la plus-value de votre agence? La projection. La projection de carrière selon le potentiel. Être capable d'analyser si la personne a un potentiel photogénique, physique ou intellectuel, et savoir comment l'exploiter en fonction de l'environnement. Et le plus gros problème, c'est pas notre projection, c'est le mental et le comportement de la personne elle-même. La majorité des influenceuses ou stars des réseaux sociaux aujourd'hui ont moins de 25 ans. Le résultat de son potentiel à maturité dans 5 ou 10 ans. Donc à ses 30-35 ans. Et donc vous patientez, puis vous restez sous le radar. Voilà, il y a des clients avec lesquels je bosse depuis 2-3 ans. Je sais qu'ils ne pourront pas percer avant 5 ou 6 ans. Pas comme ils le veulent. Pas en vivant de cela, parce qu'on peut en vivre. On peut en vivre, même au Burkina, on peut en vivre, mais il faut avoir une certaine stratégie, il faut avoir une certaine discipline. Est-ce que c'est aussi la psychologie de pouvoir calmer parce que quand moi je vois ces filles sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression effectivement, comme on a parlé d'âge, elles sont jeunes, elles sont pas encore très matures. Est-ce que c'est pas difficile de gérer leur image?
Bon, déjà, mon rapport avec la majorité de mes clientes est particulier. Je fais 2 fois leur âge pour la Ouais. majeure partie. Mhm. Donc, il y a un côté paternel qui se présente. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà moi-même des filles, donc j'essaie de faire la part des choses. Ouais. Je suis moi-même, en dehors de mon métier, quelqu'un de très impliqué dans l'éducation de façon générale. Ouais. Et je suis quelqu'un qui croit en le besoin de voir un jour se positionner au Burkina le secteur du conseil d'orientation scolaire. Je crois que ça manque. Donc moi, je fais du conseil d'orientation artistique. Je le fais constamment. Le mental pour moi est important, donc vous ne pouvez pas vous occuper que du potentiel du client. Vous pouvez avoir affaire à une influenceuse qui a une vie de famille cauchemardesque. Il faut pouvoir faire la part des choses entre sa vie privée, la vie professionnelle, et l'impacter un minimum en conseil, en présence, en affection, pour qu'elle puisse se rabattre vers vous et vous considérer comme un appui pour pouvoir gérer et la vie de famille et la vie professionnelle. Oui, je comprends. C'était pas inclus dans le deal du contrat, mais vous réalisez que si vous voulez en faire quelqu'un d'abouti dans la projection de carrière, vous devez tenir compte de ce processus-là. Donc c'est un accompagnement à temps plein. Oui, entre guillemets, pour certains cas de figure, oui. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est rentable d'être mannequin, d'être influenceuse sur les réseaux, quand on sait que c'est pas forcément monétisé ici? Est-ce que c'est rentable? C'est rentable, mais encore faut-il être instruit. Faut-il pouvoir être instruit sur toutes les données, les informations concernant la monétisation, parce que pour certains cas de figure, il vous faut créer vos comptes dans d'autres pays. C'est ça. Il vous faut avoir certains types de contrats commerciaux, de placement de produits. Donc, vous ne pouvez pas que être influenceur. Vous devez avoir des connaissances en stratégie marketing. Vous devez avoir une approche société, clientèle, partenaire, qui vous permettent de stabiliser et de conforter votre image. Sinon, auquel cas, vous avez une forte popularité standard qui les amène à vous. Et là, ça règle le problème à votre place, parce que votre popularité prend un ascendant que personne ne voyait venir, et donc du coup, les gens viennent vers vous. Parce que les gens viennent vers vous, le problème est réglé. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Alors, comment vous mesurez, c'est-à-dire vous avez énormément de mannequins dans votre agence, comment vous mesurez en fait le succès d'un mannequin en particulier? Bon, alors j'ai 140 mannequins dans mon agence, ça en fait beaucoup. Et je dirais qu'il n'y a pas 10% qui sont influents. Déjà, il faut comprendre que le mannequinat se gère en 2 étapes. Vous avez le runway et vous avez l'éditorial. Donc le mannequin runway, c'est le mannequin standard, mince, grande de taille, minimum 1m73, 74, 75. Excusez-moi. Et vous avez le mannequin éditorial, qui peut être un peu comme on dit, apouchou, sexy, avoir des formes, des rondeurs, et dont le profilage est plus d'être égérie. Ambassadrice de marque, gamme de cosmétiques ou couverture de magazine. Mais pour l'Afrique, ce n'est pas encore un métier, parce que le système économique de l'environnement fashion, de la mode, n'en a pas encore fait un métier. Voilà, ce n'est pas assez valorisé. On ne considère pas encore qu'il soit possible de payer une demoiselle pour ses droits d'image aux millions. Voilà. Donc, ce n'est pas encore considéré comme être chanteur ou être acteur. Alors qu'aux États-Unis ou en Europe, on ne rigole pas avec les tarifs de mannequin. Donc, c'est une question de mentalité. Le mannequin est vu comme un porte-vêtement. Voilà. Le mannequin n'a pas encore sa place de mannequin. C'est une question de mentalité et de culture. Parce que dans le mannequinat international, on se dénude beaucoup. Et donc, le mannequinat s'est associé trop vite à la facture de la nudité. Et vu qu'en termes de stylisme africain, nous sommes beaucoup dans le vêtu, il faudrait déjà que l'économie du vêtement africain prenne un essor fulgurant
pour que la carrière du mannequin puisse peut-être voir ses cachets monter aussi à une certaine hauteur. D'accord. Alors, j'ai envie de poser une petite question bête comme ça. C'est quoi la différence entre être mannequin et être influenceur? Parce que on a l'impression souvent que les filles proposent des tarifs. Enfin, je trouve par moment que c'est pas des tarifs en fait qui sont justes, parce que les tarifs sont souvent élevés et derrière on n'a pas forcément le retour d'influence, d'impact qu'on veut. Et pour moi être jolie, belle, avoir 1,70 m et bien porter une collection, c'est bien. Mais est-ce que ça ne fait pas de cette personne, de ce mannequin-là, quelqu'un qui est influenceur, qui peut amener... Parce que pour moi, l'influence, c'est ça, c'est quelqu'un qui est capable de changer en termes de changer le comportement de celui ou celle qui suit. Et là, j'ai pas vraiment l'impression que c'est toujours le cas. Le problème de l'influence, il est d'un point de vue du raisonnement africain et du raisonnement international. Sur le raisonnement international, vous êtes influenceur quand votre notoriété vous permet d'être citable. Si vous êtes cité pour ce que vous faites, Khaby Lame aujourd'hui est populaire parce qu'il a fait ce geste devant des milliers de nations. Aujourd'hui, il est ambassadeur de marque et tout. Mais il avait une tête atypique. Il ressemblait à une espèce de... je sais pas moi, d'émoji de dessin animé, teint noir long, il avait une tête atypique, son geste a plu, et après, parce qu'aujourd'hui, on fait de la communication avec tout ou rien, les marques se sont ruées vers lui. Mais... En fait, c'est ça, j'ai l'impression que les gens lient un peu la beauté et l'influence. Et quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que c'est associé. Pourtant, j'ai un avis un peu différent. Oui, c'est parce qu'il faut que je lâche parler du côté international. Si vous prenez le côté africain, nous sommes dans la pseudo-moralité sociale. Pseudo parce qu'on aime beaucoup dire en aparté ce qu'on ne dit pas en public. Et aujourd'hui, la moralité voudrait... Je prends le cas des Miss. Voilà. De 2018 à aujourd'hui, je pense que 90% des titres Miss Université, Miss Burkina sont de mon agence. Oui, effectivement. Mais il a fallu coacher les filles. Ouais. Il a fallu les préparer à aller s'exprimer, à aller avoir de la tenue. Ouais. Et parce que il y a des sommes mirobolantes, 3 millions, 5 millions qui sont données à des filles pour leur beauté, les gens ont mis en avant le mot beauté. Ils n'ont pas mis en avant le côté intellectuel. Ouais. Donc, il y a un travail à faire. Il faut qu'aujourd'hui, quand une Miss gagne un concours, elle se batte pour des œuvres humanitaires, elle fasse la différence sur le terrain en œuvres philanthropiques. C'est ça. Pour qu'on lui accorde un certain crédit. Il y a plein de boulot à régler dans ces concours de beauté. Oui, il y a des données, il y a des rêves, il y a des projections, mais qui ne sont pas abouties. Elles ne sont pas abouties au niveau des organisateurs, donc elles ne seront pas abouties aussi au niveau du raisonnement des téléspectateurs et des citoyens. Donc aujourd'hui, moi, les gens aiment me dire, on vous donne des millions pour vos filles, et puis les premiers de classe ou premiers aux examens gagnent des livres et pas plus que ça. Et moi, j'aime juste dire... La femme, c'est le berceau de l'humanité. Sa beauté transcende le monde de par sa présence constante. Donc, vous ne pourrez jamais lutter avec ça. Voilà. Imaginez un monde où vous sortez tous les jours, vous ne croisez aucune femme. Il y aurait un problème énorme. Est-ce que une Miss aujourd'hui qui gagne une couronne, est-ce qu'elle a un programme bien établi, comme c'est fait, je ne vais pas citer certains pays, mais voilà, où pendant une année, on a un programme quand même qui est un planning, qui est booké, on sait où elle va, on sait quelle activité elle va représenter, elle sait qui va l'habiller, elle sait quel photographe professionnel sera là pour elle. Est-ce que c'est comme ça ou, comme tu disais tout à l'heure, pas vraiment abouti? Il y a un problème de projection. Il y a un problème de projection. Quelqu'un peut se lever, vouloir faire le mot projection. Oui, parce que quand vous arrivez à vous projeter, vous arrivez à anticiper. Oui, c'est de la vision, ouais. Donc, la projection, c'est quoi? Vous voulez faire un concours. Ouais. Pourquoi? Vous aimez la beauté, vous aimez l'esthétique. Ouais. Avez-vous seulement les armes pour l'après-concours? Avez-vous seulement les armes pour l'après-popularité? Quelles sont les conséquences d'une femme qui finit un concours de beauté? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait?
Aujourd'hui, je trouve que quand une fille finit un concours de beauté, elle devrait avoir une maison. Elle devrait avoir un véhicule. Elle devrait avoir des bourses d'études en pagaille dans le secteur de ses études. C'est-à-dire que quand vous élisez une reine de beauté, sa vie doit décoller. Pourquoi Parce que pour moi, la femme est l'élément le plus facile à vectoriser comme attrait touristique, attrait... Une belle femme, on en parle plus facilement qu'un homme qui a de l'argent. Une belle femme, on en parle plus facilement qu'un homme qui a de l'argent. Quand elle passe beaucoup moins inaperçue qu'un homme. Il y a moins d'efforts à faire. Donc, quand vous savez mettre cela en relief, que vous savez la repositionner socialement, elle fait partie d'un certain stade de la promotion de l'image du pays. Je regardais Olivia Ayassé, ce qu'elle a apporté à la Côte d'Ivoire en termes de charisme. C'est énorme, son niveau d'expression en anglais, en français, sa tenue. Donc c'est une vraie ambassadrice de l'ivoirité absolue. Et donc, après vous me direz, bon, qu'est-ce que ça change sur l'économie et tout, mais c'est un plus. C'est un échiquier sur lequel plusieurs secteurs s'emboîtent. Et aujourd'hui, les concours de beauté sont légion dans le monde. Donc, on ne va pas les remettre en cause aujourd'hui. C'est juste qu'au Burkina et dans certains autres pays africains, la projection n'est pas encore bien faite comme il faut. C'est cela. Et là, ça me fait penser quel est l'impact en fait des réseaux sociaux après le concours. Comment les réseaux sociaux gèrent, parce que après il faut qu'on se dise la vérité, elles gèrent seules en fait leur carrière en faisant des petits posts sur TikTok et de temps en temps quelques petits contrats. Donc j'ai l'impression que après c'est les réseaux sociaux qui prennent le relais. Oui, mais vous allez vous en prendre plein la gueule, excusez-moi le terme, parce que si vous avez fait un mandat inexistant, comme ça a été le cas pour certaines de mes filles, malgré l'accompagnement de l'agence, ben vous passez aux oubliettes. Et ce que les gens retiennent de vous, c'est que les concours que vous faites ne servent pas forcément à grand-chose. Exactement. Voilà, donc... Mais comment on peut être accompagné par une agence comme la vôtre, avec l'expertise que vous avez Déjà, il faut savoir qu'une fois que vous vous présentez à un concours de beauté, votre agence perd tout droit de cession sur vous. Pendant toute l'année ou les années de votre mandat, nous sommes inexistants. Nous sommes obligés de laisser le comité du concours fonctionner. Voilà. Bon, après, mon agence a eu des exceptions pour les mandats de Miss Burkina de nos filles, parce que bon, le comité a jugé que notre expertise en gestion de carrière était un plus pour le sacre des filles de nos agences qui étaient en lice. Voilà. Donc, je pense que notamment le sacre de Miss Danielle Flora Ouedraogo, Miss Burkina 2019-2020 a été l'une des plus belles campagnes. Elle a été discrète, mais pas de tâches, pas de bad buzz, une très bonne gestion de sa visuelle, une bonne équipe vestimentaire, coiffure, machin. Donc, je pense qu'elle a fait l'unanimité. Elle a fait l'unanimité dans le cœur des gens. Et voilà, c'est les choses qu'on aimerait bien revoir. Après, au niveau des lots, au niveau de l'accompagnement, il faudrait faire plus, parce qu'aujourd'hui, comme je le répète, les concours de beauté sont supposés être une espèce de positionnement touristique à grande échelle. Ils sont regardés partout dans le monde. Miss France, Miss Univers, ce sont des événements avec lesquels on ne joue plus, même Miss Côte d'Ivoire. Donc, ils sont incontournables, il faut l'accepter. C'est juste que tant que la projection qui suit le sacre ne se conforte pas dans comment je vais dire, une gestion de carrière socio-économique, professionnelle, qui fasse dire waouh, c'est ça que la Miss là est devenue. Ah, ma fille aussi va faire Miss. Ça devient ça fait une espèce d'opportunité majeure de carrière quand vous savez que votre fille a déjà des attraits physiques qui peuvent lui permettre de compétir à cette compétition dans quelques années. Vous l'encouragez, parce que vous savez que les filles qui sortent de là-bas voient leur vie décoller et changer à jamais. Voilà, on a beaucoup de travail encore à ce niveau. D'accord. Tu as cité pas mal de clients.
qui travaillent dans votre agence. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du chiffre d'affaires? Est-ce qu'on est entre, je vais donner une fourchette, hein, je sais que c'est un peu confidentiel, mais est-ce qu'on est entre 500 et 1 500 000 ou 1 503 000? Ce travail-là de pouvoir le chiffre d'affaires va dépendre des projections et des prospections. Aujourd'hui, par exemple, de façon personnelle, détaché de l'agence, je suis consultant pour d'autres sociétés. Parce que je ne fais pas dans la politique ou dans l'entrepreneuriat de grande envergure, mais il se trouve que j'en ai les capacités. Voilà, donc ce que j'ai comme revenu personnel sera très différemment quantifiable de ceux de l'agence. Parce que en ayant choisi le secteur artistique, on s'est limité à beaucoup de risques. Donc c'est une entreprise à risque qui rêve de faire de grandes choses dans un secteur en lequel le milieu social environnemental n'a pas forcément... voilà. Donc après, vous gagnez des médailles d'or en athlétisme, vous avez des contrats avec Nike, ça change les choses. Oui, ça change la vie. Vous avez une actrice qui signe sur une grande série comme Maîtresse d'un homme marié, qui fait des millions de vues sur les réseaux sociaux, des dizaines de contrats par semaine pendant 1 an ou 2 ans. Ça fait des chiffres d'affaires assez conséquents, mais c'est ponctuel. Vous ne pouvez pas décider qu'aujourd'hui vous ferez 1 million le mois, 10 millions le mois. Vous êtes juste obligé d'avoir plusieurs cordes à votre arc parce que c'est encore une barque qui tangue beaucoup. Donc, et en plus, le secteur environnemental ivoirien est différent de celui du Nigeria et il est différent de celui du Burkina. Au Burkina, on est encore très très en retard. On est obligé de se cantonner à une facturation très risible parce que il est encore très difficile de faire comprendre aux gens de chez nous que quelqu'un doit être accompagné pour assumer sa vie. Mais je pense que ça vient tout doucement. Ouais. Je pense que ça vient. Les gens travaillent beaucoup sur le personal branding. Oui, il y a une évolution. Il y a une évolution des choses. Il y a une évolution. Alors, Francis, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de ta vie privée, sans pour autant rentrer dans les détails. Parce que je dis ça parce que j'ai une petite anecdote pour avoir travaillé avec ton agence il y a quelques années. Où j'étais justement à la recherche d'un mannequin et puis on s'est donné rendez-vous et puis là, le mannequin était là et puis elle s'est déshabillée. Ça, j'ai pas oublié, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que voilà, tranquille, elle s'est déshabillée devant toi. Voilà, elle avait pratiquement rien en bas et puis elle s'est changée, elle a porté vraiment les tenues de ma nouvelle collection et j'ai trouvé que quand même tu es resté assez professionnel, tu as gardé vraiment un sang-froid et moi je t'ai même questionné si tu t'en souviens, il y a longtemps, ça fait peut-être 3-4 ans et je t'ai demandé mais comment tu fais, tu bouges pas, ça te perturbe pas et puis tu m'as dit non. Donc j'aimerais vraiment qu'on revienne là-dessus parce que c'est aussi ça, quand on est directeur d'une agence de mannequins, il y a aussi beaucoup de préjugés par rapport à ça, où on a un peu l'impression, ceux qui ne sont pas vraiment de ton entourage peuvent penser que c'est quelque chose de pas très sain, où les filles vont forcément avoir peut-être des relations avec toi, très honnêtement, c'est ça. Bon, déjà c'est une question de moralité. Vous en avez ou vous n'en avez pas. Voilà, vous entendrez beaucoup de mannequins dire mon chef d'agence, il me court après, ou vous entendrez qu'ils ne vous le diront pas. Donc c'est une question de moralité, c'est propre à l'homme lui-même. Ensuite, il faut savoir qu'un mannequin dit professionnel, c'est que son corps est un objet de travail, c'est son outil de travail. Se dénuder n'est pas un problème, se faire masser de l'huile sur les parties qui vont figurer dans le visuel n'est pas un problème, parce qu'elle a intégré que c'est son gagne-pain. Après, c'est une mentalité qui est propre au mannequin professionnel. Donc le mannequin qui a l'exercice de la profession, qui a fait beaucoup de défilés de mode, qui se retrouvait dans des situations où il faut se changer très vite parce qu'il faut porter la tenue d'une autre collection. Vous n'avez pas le temps de faire des chichis devant les créateurs, devant les maquilleuses, parce que le temps tourne pour monter sur le podium. Donc,
c'est un principe de vie qui s'est institué psychologiquement de façon professionnelle. Ben, vous arrivez la première fois, on vous dit déshabille-toi et vous hésitez. Ben, avec le temps, vous allez comprendre que ben non, hein, ici, on n'en a rien à foutre de la poitrine ou des fesses. Il faut te déshabiller vite et porte les habits. Voilà. Donc, après, si ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde. Oui. Ce n'est pas pour tout le monde. Une fille de bonne famille qui regarde la télé, qui a 18 ans ou 19 ans, qui arrive, qui veut être mannequin, et dans une agence au Burkina, si elle démarre maintenant, qu'elle n'a pas encore des habitudes, son éducation, peut-être un frein à ce genre de... Voilà, après, une fille n'est pas obligée de se déshabiller devant vous. Il y a les conditions dans lesquelles nous sommes. Si on est pressé et qu'il faut traverser la salle pour aller dans les toilettes et qu'elle est pressée, si elle a déjà intégré que c'est son outil de travail et qu'elle n'a pas de problème avec sa nudité, c'est vous qui pouvez croire, si elle se déshabille, que c'est un message pour vous de la draguer ou de la peloter ou de lui faire des avances. Mais vous serez rembarré si c'est une professionnelle parce qu'elle sait que c'est son travail. Voilà. Donc, il y a un rapport psychologique que vous avez, vous, en tant que chef d'agence. Il y a un rapport psychologique que le mannequin, elle a face à elle-même. Après, c'est une question de moralité. C'est tout. D'accord. Et est-ce que tu as une anecdote rapide à nous raconter comme ça où une fille s'est déshabillée? Oui, je me rappelle que quand je lançais l'agence en 2018, nous étions au Club Anan, donc un club touristique de loisirs, piscine et tout. Et donc, on était pressés, on avait 3 filles à préparer, il fallait passer de l'huile et tout. Et j'avais commencé à m'occuper d'une de mes filles, je me rappelle Tiamia, qui est très connue, Nafissa, très connue sur les réseaux. D'accord. Et je savais que j'allais monter jusqu'aux parties de l'aine, la poitrine et tout. Disons partie intime. Partie intime, légèrement. Donc tout de suite, j'ai fait une pause, j'ai appelé ma femme. Je dis allô chérie, elle me dit oui, ça va. Je dis oui, ça va. Je dis je dois masser une fille. Et je vais toucher certaines parties. C'est une dinguerie. Et elle me dit, ok, ça va, ça se passe. Elle m'a dit, ça se passe bien. J'ai dit oui. J'ai raccroché. Et même l'équipe était choquée un peu parce que c'était des nouveaux mannequins. Voilà, des anciens ne se seraient pas choqués forcément. Mais bon, voilà. Moi, je l'ai fait par prudence parce qu'il y avait des photos making-of. Il y avait une équipe qui filmait en vidéo. Donc, mais après... C'était quand même logique pour moi de demander parce que de la proximité que vous avez avec votre conjoint, vous savez ce que vous pouvez vous permettre ou pas. Et même quand vous savez que vous pouvez vous le permettre, j'aime dire que la sécurité n'exclut pas le contrôle. Exactement. Donc, voilà, c'est tout. Ok. Ouais. D'accord. D'accord. C'est vrai que je comprends, mais j'avoue que c'est pas toujours évident quand même. C'est pas toujours évident, mais comme tu as parlé de professionnalisme, etc. Mais sinon, en tant qu'homme, c'est pas facile. C'est pour ça que j'insiste sur la moralité. Vous en avez... Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle t'appelle daddy, papa, etc. Peut-être que c'est... Oui, je pense que ça fait partie du process parce que ça n'a jamais été demandé. 80% de mes filles m'appellent daddy, de mes influenceuses, de mes clientes. Mais c'est aussi parce que j'essaie d'être un exemple de vie de ce que je fais de ma propre vie. Aujourd'hui, je me documente exclusivement sur l'éducation, sur la liberté financière, sur la gestion de son identité. Et donc, forcément, 80% des débats que j'ai au quotidien, c'est sur comment être une meilleure version de soi-même. Donc, quand après vous êtes père, vous avez 20 ans d'écart et que vous parlez comme ça, si elle ne vous appelle pas daddy, c'est tonton. C'est pas grand frère. Voilà, ça va plus loin que ça. Ça leur rappelle le papa, ça rappelle le tonton. Et ça reste toujours dans le cadre de « je te tiens par la main et on avance ». Donc forcément, voilà, ça crée des liens de cet ordre-là. Et ça permet de mettre des barrières. Je parle encore de moralité. Voilà, pour que les choses soient très claires entre mes filles et moi. D'accord. Alors, Francis, on est à la fin de l'entretien. On aimerait quand même avoir quelques petits conseils. C'est quoi les conseils que tu peux donner ? Les conseils que je peux donner, dans quel sens ? Les conseils que tu peux donner à une jeune fille qui a envie d'être mannequin et le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui a envie de gérer les carrières. Parce que la gestion de carrière, c'est quelque chose qui est
peut-être méconnu ici, mais qui se fait depuis longtemps ailleurs, et c'est quelque chose qui rapporte et qui est malheureusement méconnu. Est-ce qu'il y a des formations ou est-ce que toi-même tu as envie de te lancer dans accompagner certaines écoles qui pourraient justement développer ce point-là? D'accord. Donc je réponds déjà à la première question. Oui. Les conseils que je donnerais à une jeune demoiselle qui voudrait entrer dans le mannequinat, je le donnerais même pas à la demoiselle, je le donnerais à ses parents. Ouais. Parce que la majorité des jeunes filles qui veulent rentrer dedans, elles n'ont pas 25 ans. Elles ont 18, 19, 20, 21. Et c'est un âge extrêmement influençable. Le mannequinat en Afrique ne nourrit pas son homme. Mais le mannequinat en Europe, oui. Donc, il est un devoir aujourd'hui, encore une fois, d'être informé. L'information, l'instruction, toujours et encore. D'accord. Il faut que les parents apprennent à se poser des questions, à regarder les écoles de mode internationales. Regarder ce qui se fait en France, en Belgique, en Hollande, en Angleterre. De prendre des renseignements parce qu'ils auront beaucoup plus d'opportunités que ce que nous pouvons offrir ici au Burkina. Donc, s'informer, découvrir, comprendre, prendre le temps de s'affilier à ce métier pour en suppeser les nuances entre ce qui se dit dans les bruits de couloir et ce qui est dans la réalité. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire. D'accord. Il faut s'informer, il faut poser des questions, fouiller sur les vlogs, aller sur Google, découvrir ce qui existe en termes d'agences internationales, européennes, et puis découvrir qu'en effet c'est un métier et voir dans quelles conditions s'en rapprocher pour, pour avoir une chance de faire de cette activité un métier professionnel. Voilà. Après, quand vous venez vers moi ou vers mon agence, je vous le dis tout de suite, il y a des possibilités de percer vers l'extérieur, mais pour le moment, ce sera du divertissement. Vous aurez des contrats par-ci, par-là, mais faites ça pour la passion. Sur le local, faites ça pour la passion. D'accord. Voilà. Et pas pour l'argent. Non. D'accord. Pour la deuxième question, Oui. je dirais déjà qu'il faut des bases en communication. De façon basique, quand vous avez de l'expérience dans le secteur de l'audiovisuel, c'est un plus. Dans le domaine artistique, forcément. Mais la gestion de carrière passe déjà par le profilage de la direction artistique, selon moi. Un directeur artistique, c'est un maître d'œuvre de projet. Vous devez avoir des connaissances en maquillage, en coiffure, en mode vestimentaire. Vous devez avoir un minimum de regard sur le monde technique, caméra, son. Après, ça dépend des secteurs. Moi, je suis un directeur artistique multimédia. Connaissance dans la musique, dans le cinéma, dans la mode. Et il y en a qui sont spécialisés. Vous avez des directeurs artistiques cinéma, vous avez des directeurs artistiques mode, vous avez des directeurs artistiques musique. Donc déjà, selon le profilage de ce que vous voulez faire dans la gestion de carrière, soit vous embauchez des DA qui ont ce profil, soit vous avez vous-même ce profil selon votre secteur d'activité. Et ensuite, il vous faut des compétences, relations publiques, gestion de projet, analyse, stratégie, marketing, parce que vous allez devoir faire de la projection. Quand vous gérez une carrière, vous anticipez sur la personne dont vous vous occupez, sur lui-même son secteur. La personne vient vous voir, elle a son diplôme, elle a déjà ses acquis, mais vous devez lui faire comprendre que vous allez l'amener plus loin, alors que vous n'êtes pas de son milieu ou de son secteur. Donc vous, votre travail consiste à être informé de façon générale sur l'environnement socio-économique. Et quand vous manquez d'informations dans un domaine, vous vous tournez vers des consultants qui l'ont. D'accord. Vous profitez de leur expertise et vous l'adaptez au secteur de votre client. Et puis vous ferez un carton assurément. Francis Campbell, j'espère que cette fois-ci je prononce bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et on se dit à très vite pour une autre émission.